Bon, écoutez, moi je pense que le problème de savoir ce que c'est que l'humain, ça mobilise toutes les ressources d'une pensée complexe. Pourquoi? Bon, tout d'abord, parce que cette définition de l'humain ne peut être limitée à l'individu, elle ne peut pas être limitée à la société, et elle ne peut pas être limitée à l'espèce en tant que ces trois notions sont absolument indispensables et on ne peut pas les juxtaposer bêtement. Elles ont un lien incroyable qui est un lien à la fois, je dirais, dialogique et récursif. Et donc, ça mobilise déjà quelques principes capitaux de la connaissance complexe. Récursif, pourquoi? Et parce que, évidemment, l'espèce produit des individus, mais les individus dans l'acte sexuel produisent l'espèce, cercle vicieux. Les individus produisent la société, laquelle, dans ses émergences, fait des institutions, un langage, etc., qui rétroagit sur les individus et les accomplit en tant qu'êtres humains véritables. Et, donc, donc, nous avons déjà, et puis il est certain que les sociétés, que le phénomène social précède l'humanité et qu'il s'est développé d'une façon singulière chez les humains. Et donc, il faut examiner ces trois aspects et les relier. Alors, disons, premier aspect qui est celui dit de l'individu, il est certain que là-dessus, nous devons introduire un point de vue dialogique et un point de vue complexe. Pourquoi dialogique? Parce que il est évidemment que l'Homo sapiens, définir l'homme par la raison, est juste mais unilatéral et qu'il faut aussi le définir par la déraison, par le délire. Autrement dit, Homo sapiens, Homo demain, ce sont deux polarités. Et entre ces deux polarités, il y a les sentiments, il y a la passion. Et donc, le problème, évidemment, délicat, c'est que nous savons que la raison pure et glacée, d'ailleurs, à la limite, n'existe pas, ce qu'ont montré les expériences de Damasio. Et nous savons aussi que la passion seule, sans contrôle rationnel, peut conduire au délire. Donc, il nous faut vivre en jouant sans arrêt sur cette relation indispensable, raison-passion. Bon, alors voilà la première chose. La deuxième, c'est que Homo faber, la définition par la création technique est très valable. Seulement, on a oublié l'autre aspect non moins fondamental dès les origines de l'humanité, c'est le développement, effectivement, c'est l'apparition de la mythologie, de la croyance en une vie au-delà de la mort. Et donc, on peut, et que même les sociétés les plus rationnelles, les plus matérialistes, comme les États-Unis, ont inscrit Dieu sur le dollar et combinent très bien la divinité et le dollar, et que le cas de l'URSS est encore plus intéressant parce qu'ils ont voulu éradiquer la religion au profit d'une autre mythologie, c'est-à-dire qui était celle de la réalisation d'un communisme qui n'avait pas lieu. Mais quand le système s'effondre, on voit réapparaître en force la religion, comme du reste le capitalisme. Donc, et alors j'ajoute qu'à l'homo economicus, qui aujourd'hui domine la pensée de nos dominants, l'homo economicus, il faut mettre en contrepoint l'homo ludens, bien défini par Huizinga, et c'est pas seulement le jeu, mais qui non seulement qui n'est pas seulement enfantin, mais continue chez les adultes de mille façons, jeux de cartes, football, tout ce qu'on veut. Mais il y a aussi toutes les activités gratuites, la dépense
tout ce qu'a bien analysé Georges Bataille dans la part maudite. Donc, vous avez déjà une définition de l'être humain. Et moi, j'ajouterais à tout ceci deux polarités, prose et poésie, c'est-à-dire la prose de la vie, les choses obligatoires qui nous font nécessaires pour la survie, et les choses d'épanouissement qui constituent la vie, qui sont dans les communions, l'amour, l'amitié, etc. Donc, une fois que vous savez tout ça, il est évident que vous pouvez comprendre que les mêmes personnes capables de grande rationalité à un moment donné soient prises par des hystéries dans des périodes de crise, de désastre, comme il y a eu le désastre de la France en 1940, où l'Assemblée du Front populaire a voté les pleins pouvoirs à Pétain, par exemple, et où beaucoup de gens se sont convertis dans un sens ou dans un autre. Donc, si vous voulez, on peut voir que là aussi, il y a une instabilité, il y a une versatilité. Et donc, on ne peut pas compter uniquement sur la rationalité. Il est très dangereux de jouer sur les passions seules. Donc, ça nous donne des leçons de politique à tout niveau, pas seulement la politique, disons, des partis d'un pays, mais de nos rapports avec autrui. On ne peut pas réduire autrui à tel ou tel aspect qui peut à un moment donné dominer, y compris qu'un criminel peut très bien se transformer radicalement sous l'effet d'une prise de conscience et de repentir. Donc, si on a ces idées-là, on peut bien mieux comprendre que les mêmes personnes peuvent passer d'un état à l'autre, deviennent dingues quand ils sont en colère et en même temps très raisonnables quand ils sont calmes, etc. etc. Bon. Donc, complexifier, dialectiser l'individu. Alors maintenant, prenons la société. Les sociétés, effectivement, quand elles se complexifient, elles se constituent sur une base de hiérarchie, sur une base de spécialisation, etc., et sur une base de domination, ce qui n'était pas le cas des sociétés les plus archaïques de chasseurs-ramasseurs. Donc, vous avez à ce moment-là des problèmes, et les individus tendent dans ces systèmes à être des sujets, c'est-à-dire des sujets non pas le sens subjectif, mais au service de la machine ou de ceux qui ont le pouvoir dans cette machine, la machine sociale. Donc, à ce moment-là, vous avez le problème de la relation entre individus et société. Ben, il est évident que qu'est-ce que c'est la démocratie? La démocratie, c'est ce qui transforme le sujet en citoyen. Et qu'est-ce que c'est qu'un citoyen? Ben, c'est quelqu'un qui a à la fois des droits et des devoirs à l'égard de sa communauté et des droits de regard et de critique. Et donc, si vous voulez, le meilleur, le rapport entre l'individu et la société, le meilleur, serait dans une société démocratique, mais dont les formes seraient à voir, les formes actuelles sont évidemment insuffisantes. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de dire que s'il y a complémentarité absolue entre l'individu et la société, il y a aussi des antagonismes puisque la société inhibe ou réprime certaines de nos pulsions, sans doute des pulsions délinquantes et criminelles, mais parfois des pulsions créatrices ou originales. Donc, il y a un rapport là aussi où assez instable, puisque c'est grâce à la culture, au langage, qu'il peut y avoir des esprits indépendants et créateurs, mais aussi la machine avec un poids de conformisme. D'ailleurs, nous voyons aussi sans arrêt que se recréent des systèmes conformistes, même dans la science, qui essayent d'imposer silence à des propositions originales, mais qui n'entrent pas dans le cadre prévu. Donc, voilà. Bon. Alors, maintenant, reprenons le troisième aspect, ou le premier plutôt, parce que c'est le rapport, l'aspect biologique. Il est certain que là-dessus, c'est une chose absolument capitale, puisqu'elle a été totalement disjointe dans notre civilisation
et que c'est encore cette disjonction qui nous empêche de prendre une conscience écologique de notre relation avec la nature. Alors là, il est certain qu'il faut rappeler que nous sommes des primates, des mammifères, des vertébrés, des animaux, des polycellulaires, et que nos cellules mêmes, ce sont les sœurs ou filles des premières cellules qui sont apparues, les eucaryotes qui sont apparues sur la Terre. Ça veut dire que nous portons en nous, dans la branche singulière qui va des primates à l'hominisation, nous portons toute l'aventure de la vie. La vie est en nous autant que nous sommes dans la vie. Et deuxièmement, nous savons très bien depuis la découverte de Crick et Watson que toute cellule vivante est composée de molécules, c'est-à-dire ses constituants sont totalement et uniquement physico-chimiques. Et pourtant, il y a la vie, l'unicellulaire a des propriétés qui n'ont pas les molécules, même les plus grosses. C'est-à-dire, il peut se reproduire, il peut se participer, il peut avoir une capacité cognitive, il se nourrit, il se défend. Bref, vous avez quand même, dès le début de la vie, apparaître des qualités d'organisation qui vont se multiplier, se transformer à travers cette formidable évolution végétale, animale, etc., avec une créativité inouïe. D'ailleurs, cette créativité nous rend spinozistes et nous empêche de croire en un Dieu créateur dominant et extérieur au monde. Là aussi, c'est une des choses extraordinaires. Donc, cette réalité, et alors, à ce moment-là, nous voyons très bien que alors que le cerveau continue à être étudié à part en biologie et l'esprit en psychologie, on voit, et que les neurosciences, du reste, d'une façon très compartimentée, essayent d'approcher ces problèmes, mais à chaque fois avec des courants réductionnistes comme le courant cérébraliste de Changeux et autres, nous voyons très bien que dans ces cas-là, il est très difficile pour les esprits qui ne sont pas formés ni à la dialectique, ni à la rétroaction, ni à la récursion, de comprendre ce qui se passe. De même, j'avoue que dans le rapport individu-société comme individu-espèce, non seulement l'individu est dans la société, mais la société est dans l'individu par sa culture, par son langage, par ses tabous. Et de même, l'espèce est sans arrêt présente en nous. Dans le moment où je vous parle, mes neurones sont actionnés par les activités de l'ADN, ARN, etc. Donc, vous voyez, la complexité humaine nous résume, nous contient en elle, est un concentré de complexité. Et du reste, c'est parce que c'est un tel concentré de complexité que justement, c'est la dernière chose qu'on puisse enseigner ni apprendre. Parce que tous les savoirs sont dispersés dans tous les horizons des sciences, et je dirais pas seulement des sciences, mais aussi de la littérature, de l'essai, du roman, de la poésie, qui aussi nous informent énormément sur les réalités humaines. Donc, voilà, si vous voulez, un petit peu l'idée. L'idée, c'est que si vous rassemblez et vous montrez tous ces liens incessants, c'est-à-dire génériques, c'est-à-dire comme dans la Trinité divine qui va se manifester à Pâques, c'est-à-dire où Dieu crée le Saint-Esprit qui crée le Fils, et le Fils, non plutôt, génère le Saint-Esprit qui génère le Fils, lequel régénère le Père. Parce qu'il est évident qu'après que le Fils, autrement dit Jésus, soit arrivé, le Père, Dieu éternel, il est beaucoup moins colérique, beaucoup moins furieux que dans la Bible. Il n'est pas tellement gentil, mais enfin quand même, il s'est un peu adouci. Et aussi, pareil que la Vierge, elle adoucit pas mal. Bon, donc, si vous voulez dire, il y a une boucle permanente entre les trois éléments, individu, espèce et société, qui s'entreproduisent les uns et les autres, et que
moi, j'ai essayé, dans un premier stade, de rassembler, enfin, de faire quelque chose de cohérent dans mon livre Le paradigme perdu 1973. Pourquoi? Parce que c'est une époque, d'ailleurs c'est intéressant aussi de savoir, où on pouvait disposer des premiers résultats des travaux d'éthologie, notamment des chimpanzés qu'avait fait Jeannette Goudal dans les années 60. On pouvait disposer aussi des données acquises par la préhistoire dans les mêmes années à partir de Leakey, qui reculait de plus en plus l'histoire de l'hominisation et la diversifier. Donc, si vous voulez, on pouvait créer un lien entre ce qui était complètement séparé. Mais malgré ce lien, malgré le colloque L'unité de l'homme qu'avec Jacques Monod et François Jacob, on avait organisé en 1972, en dépit de tout ça, rien n'est passé dans les travaux universitaires CNRS et bien entendu dans l'enseignement. C'est-à-dire que des choses acquises n'arrivent pas. Et pourquoi? Pourquoi? C'est pas que les gens sont des crétins, non. C'est que la structure mentale, la structure, le paradigme, c'est-à-dire le principe de choisir tel ou tel terme, etc., que ce principe-là qui fonctionne, c'est le principe de disjonction et de réduction. C'est inscrit dans les esprits dès l'enfance, dès le lycée, dès l'université, surtout dès l'ENA et dès chez les économistes, n'en parle pas, et que ces principes empêchent de penser la reliance, empêchent de penser la relation des contradictoires, empêchent de penser que le tout peut être dans la partie comme la partie peut être dans le tout, etc. etc. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui aujourd'hui rend aveugle devant ce qui se passe, pas seulement la pandémie, mais toutes ces conséquences s'enchaînent liées tellement les unes aux autres. Bon. Alors donc, vous voyez que moi, je mettrais au centre quand même de tout ce que l'on pourrait propager, réintroduire l'homme. Et je dis, moi j'apporte mon matériel. Un, c'est dans le paradigme perdu. Deux, il y a un chapitre là-dessus dans les 7 savoirs. Un des 7 savoirs. Trois, c'est mon livre d'humanité de l'humanité que j'ai ajouté à la fin de la méthode, parce que je pensais que depuis le paradigme perdu, ma vision s'était encore plus complexifiée. Bon, voilà un peu ce que je voulais vous dire et je vous remercie. J'espère que vous avez pu bien m'écouter. Merci de votre attention. Merci Edgar. Tu m'entends à nouveau? Hmm. Edgar, tu m'entends à nouveau? Et est-ce que tu m'entends correctement? je t'entends, oui. Oui, oui, oui. Merci beaucoup pour ton intervention. On peut peut-être passer un moment. Si il y a des questions qu'on souhaite te poser par rapport à ton intervention. Alors là, je vois les micros qui sont coupés pour l'instant, mais peut-être que… Est-ce que quelqu'un veut profiter de l'intervention d'Edgar pour poser des questions ou faire des remarques On peut peut-être poser des questions par écrit pour si tu veux, je ne sais pas si ce sera bien lisible, mais tu peux essayer. Flo, essaie de poser la question si tu veux à l'oral. D'accord, ok. Mais j'ai cru entendre, mais peut-être ma connexion est mauvaise, j'ai cru entendre un tel concentré de complexité par rapport à l'être humain, c'est la dernière chose qu'on puisse enseigner. Alors, soit j'ai mal entendu, soit j'ai mal compris. Il me semblait, pour avoir discuté avec Déborah, avec Sandrine, que souvent les enfants, ils ont la complexité en eux et que c'est justement notre enseignement qui crée la disjonction et la réduction. Je ne sais pas si vous m'entendez bien.
Est-ce que ça, Et c'est pas non, la parce première que chose à enseigner? c'est pas que les sons m'arrivent, mais comme vous parlez, et en plus, là, je ne vois même pas le mouvement de vos lèvres parce que vous ne voyez que le haut. Donc, si vous voulez, je ne comprends pas. Ça, c'est mon infirmité. Je suis très embêté parce que, voilà. Edgar, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends Oui, mieux? Oui. là. Alors, tu me dis si tu entends correctement ce que je te dis. La question que posait Florence était que tu as à peu près dit dans ton intervention que la complexité, finalement, serait la dernière chose qu'on puisse enseigner à l'être humain. Or, dans les différentes conversations qu'on avait pu avoir, il apparaissait qu'à l'état naturel, un enfant, lorsqu'il vient au monde, lui a déjà en lui une certaine forme de complexité et que ce serait peut-être finalement plus les systèmes éducatifs tels que l'on nous enseigne les différentes matières et disciplines qui nous amènent à cette division. Bien sûr, c'est vrai que l'esprit humain est prêt à la complexité. Et du reste même, je dirais que notre regard, notre perception visuelle sont déjà préparés parce qu'on peut passer de la concentration sur un visage à un gros plan général sur un paysage. On peut faire des travelling comme au cinéma. Bref, si vous voulez, on peut déjà combiner des points de vue différents rien qu'avec le regard. Donc, les enfants, d'ailleurs, j'avais cité, quand j'étais au Canada, des exemples de ces gamins qui allaient avec leur père chasser dans la forêt, qui avaient un sens des relations entre tous les phénomènes et qui étaient complètement déboussolés quand ils allaient à l'école. On leur apprenait à séparer les végétaux, les animaux, toutes les choses, on les compartimentait, qui pour eux, les voyaient toujours reliés. Donc, nous avons une capacité de reliance qui est innée, je dirais même, dès que la connaissance, et qui est brimée. Et quant à la réduction, ça c'est une chose qui est arrivée de plus en plus systématique dans l'histoire, c'est-à-dire l'esprit, disons, réductionniste on ne peut comprendre un tout qu'à partir de la connaissance de ces éléments constitutifs, c'est-à-dire l'ignorance du phénomène extraordinaire de toute organisation, qu'elle soit physique, biologique, sociale, etc., le phénomène extraordinaire de l'émergence, c'est-à-dire de la capacité, de l'apparition de qualités nouvelles qui n'existent pas dans les éléments. D'ailleurs, aujourd'hui, moi, je suis de ceux qui pensent que le temps, l'espace, la matière, ce sont des émergences de quelque chose qui a jailli, qui a créé l'univers. Bon. D'ailleurs, on voit très bien au niveau microphysique que ni le temps, ni l'espace tel que nous le connaissons n'est là. Donc, si vous voulez, moi, je crois que on arrive toujours à la structure de pensée qui s'est opposée, qui s'est imposée par nos systèmes éducatifs. Il est évident que si on avait suivi, la pensée occidentale avait suivi plutôt la voie d'Héraclite que la voie disons, de la logique aristotélicienne, peut-être ça aurait été plus riche. D'ailleurs, on voit le Tao qui a gardé une importance en Chine et quelque chose qui est, lui, profondément dialogique. D'accord. Jean-Louis avait une question, je crois. Jean-Louis? Oui. Oui. Juste demander à Edgar si tu mettrais volontiers dans cette inaptitude, cette incapacité à entendre avec un autre langage que ceux qu'on connaît, un autre des langages de ceux qu'on connaît, une autre forme de pensée. Est-ce que tu ne penses pas que notre crispation dans un langage
notre inaptitude à placer le mot juste pour dire ce que l'on voudrait exprimer et d'utiliser par exemple le mot complexité comme si c'était une chose qu'on pouvait bien mettre sur la table, qui regardait, éventuellement couper en petits morceaux, ou, mais pire, lorsqu'on va, les gens en crèvent, à mon avis, en ce moment, en lisant tous les journaux du moment, tous les experts, Dieu sait s'ils sont nombreux, ont une attitude dichotomique. Si on ne fait pas ce que je préconise, on va sûrement échouer. La seule solution que je préconise est celle-ci. Si on ne fait pas ça, c'est la fin du monde. Autrement dit, on vit dans une attitude absolument permanente de tiers exclu, imprégnant. On se déclare a priori incapable de concevoir des alternatives, alors que en nous-mêmes, on est sans arrêt en attitude beaucoup plus poétique, au moins par nos rêves, et souvent autrement, en trouvant des jeux de mots. Quand ils disent la pensée complexe pour résoudre tous les problèmes, je leur dis non. Servez-vous de la façon dont vous guidez votre raison en assumant le fait que vous ne pourrez jamais l'épuiser entièrement. Alors, ça fait un peu plus long à dire, mais il me semble que c'est tout de même plus loyal pour permettre aux gens de penser autrement qu'en croyant qu'ils vont se ramener au problème précédent, c'est-à-dire finalement à avoir un petit domaine bien carré et là-dedans je peux établir mon petit bout de vérité et se résigner à n'avoir plus jamais la solution optimum, n'avoir plus jamais la bonne solution, c'est très dur. Tes réactions sur quelques mots, en particulier le choix du langage et ma frousse du yakisme. Il n'y a qu'à faire ce que je dis et si on ne le fait pas, on va tous crever. Bon, voilà, 90% des articles en ce moment, c'est ça. Merci. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et j'avoue aussi que les experts ont confiance absolue en leur rationalité, qui croient être la seule forme, alors que c'est une rationalité extrêmement limitée. Et la tendance, c'est de limiter chez les économistes et leurs suivants la rationalité au calcul, au calculable. Donc, voilà. Mais fort heureusement, il y a des esprits mal domestiqués, des esprits chez qui il y a une insatisfaction. Et dans le fond, c'est ceux-là qui aujourd'hui accueillent justement la pensée complexe parce que pour eux, ça leur est salutaire de voir autrement les choses. Mais malheureusement, l'institution, le centre, continue à produire cette sorte de pensée qui aveugle et que ceux qui sont capables de faire quelque chose sont trop dispersés et ne sont pas au cœur de l'institution. Là, le problème, et on ne sait pas comment ça va évoluer. La crise actuelle amène beaucoup de réflexions, beaucoup d'interrogations, mais est-ce que là, peut-être, ça n'amène peut-être pas encore à s'interroger sur les préliminaires, sur les présupposés de la pensée. Dans le fond, le problème aujourd'hui, si on ne pense pas aux présupposés de la pensée, on continue à penser comme si tout doit fonctionner normalement. Et dans le fond, c'est quand même Kant qui est le premier à montrer qu'il y a des présupposés à la raison. Et dans le fond, mais par contre, la majorité des scientifiques veulent ignorer les présupposés de leur conception de l'objectivité et de la scientificité. Donc, on est toujours des minoritaires, mais il faut continuer. Peut-être que c'est ça le destin. Merci, Edgar. Alors, il y a Fabienne qui souhaitait poser une question, et là, je viens de voir Roland qui levait le doigt. Donc, on va dire honneur aux dames, hein, comme il est né la coupe. Bien sûr. Dans ces cas-là. Fabienne? Oui, merci de me laisser la parole. Merci beaucoup, cher Edgar, pour votre exposé. Je voudrais rebondir sur des mots que vous avez dit là en réponse aux questions qui ont été posées. Comment
organiser une école qui permettrait de ne pas brimer la reliance innée des enfants? Est-ce qu'il suffirait de s'affranchir des programmes disciplinaires et de les remplacer par d'autres transdisciplinaires? Et la suite de cette question serait comment organiser une institution scolaire avec une pensée qui n'aveuglerait pas? Écoutez, moi j'ai essayé d'abord de proposer des thèmes fondamentaux qui sont absents des programmes. Et ce sont, on peut dire en gros, l'essai de savoir, c'est la connaissance de la connaissance, c'est qu'est-ce que c'est qu'une connaissance pertinente, c'est qu'est-ce que c'est que l'humain, c'est la compréhension d'autrui, c'est l'affrontement des incertitudes et c'est la compréhension de la mondialisation. Bon. Or, je ne pense pas qu'on puisse brutalement introduire ça, mais on peut les introduire en douceur. Par exemple, moi, je pense que par exemple, l'enseignant, le professeur de philosophie peut déjà prendre en main quelques-uns de ces thèmes. Qu'est-ce que c'est que l'humain et la connaissance de la connaissance? Bon. Je pense que la compréhension d'autrui, le psychologue peut élargir son point de vue et montrer, faire appel pas seulement à une telle ou telle école et tendance, mais montrer, enfin, comme je fais dans mon papier, comment on peut arriver. Donc, je pense que déjà, on peut introduire ces textes, ces thèmes dans l'enseignement, dans les programmes, évidemment en enrichissant le programme du bac, et qu'il faudrait effectivement une formation d'enseignants transdisciplinaires, une nouvelle formation qui, elle, pourrait fournir ces enseignements d'un type nouveau qui commencerait à se glisser petit à petit dans la machine. Dans les enseignements privés, la chose en principe est beaucoup plus facile, mais tant que l'enseignement privé a quand même pour finalité de préparer au bac, des choses comme ça, il est évident qu'il est prisonnier des programmes et qu'il a aussi une limite. Moi, je crois que, alors, si vous voulez, la chose ennuyeuse du point de vue du progrès, c'est que nous avons affaire à des enseignants du secondaire, parce que le primaire, ils sont déjà polyvalents, mais du secondaire, qui ont perdu beaucoup du prestige dans la société et aussi parmi les élèves, lesquels peuvent aller à Internet, à Google, à tout ce qu'on veut, et les familles de plus en plus présentes, le ministère, chaque nouveau ministre faisant ses réformettes secondaires et dérangeantes, un poids de bureaucratie, de paperasse et de réunions incroyables. Bref, ils sont accablés et le seul refuge, c'est leur souveraineté sur la discipline. Ils en sont assez décisions. S'ils ne subissaient pas toutes ces processions, rétablissaient le sens de leur mission, qui est aussi encore plus grandiose que celle du médecin, parce que c'est de tirer le meilleur des êtres humains à l'état d'enfance pour de garder l'adulte. Si on ne redignifie pas les enseignants, je crois qu'ils resteront fermés. Donc, c'est aussi un travail historique, c'est un travail de longue haleine. On ne peut pas d'un coup de magie réformer. Moi, si j'étais ministre et que je dis je vais imposer mon programme, je ne trouverais pas les enseignants pour le faire. Donc, il faut penser progressivement à introduire ceci. Mais je pense que l'enseignement privé a beaucoup plus de ressources. Merci. Merci Edgar, merci Fabienne. Roland, oui. Écoute, Régis, je m'absente une seconde. Je m'absente et je reviens. Hein. Excusez, mais j'ai...
Peut-être profiter de l'absence pour simplement dire un mot. Oui, oui, mais je t'en prie. Moi, ce que je retiens à la fois de ce que nous dit Edgar à l'instant et les lectures qu'on a pu faire, et d'autre part, ce que l'on comprend de la crise actuelle, c'est un petit peu aller au-delà de ce qu'on a appris avec Polanyi. C'est-à-dire que Polanyi parle de l'encastrement et du désencastrement, hein, de l'économie de la société. Et nous, en finance, puisque c'est ma discipline d'origine, nous parlons avec un certain nombre de collègues de refaire un double encastrement de la finance dans l'économie et de l'économie de la société. Ce que je retiens de ce qu'a dit Edgar et de ce que nous montre la crise de pandémie, c'est qu'il faut un troisième encastrement de la société dans son écosystème naturel et vivant. Et c'est, je crois, cette pyramide d'encastrement qui montre à quel point la crise était grave. Et ce que je crains, par ailleurs, c'est que les remèdes à cette crise, une fois qu'on essaiera, on le voit ces jours-ci avec les discussions qui ont lieu dans l'Eurogroupe, c'est qu'on ait une réponse purement financière et donc qu'on essaye de résoudre. Alors, j'écoute. Je disais, cher Edgar, que ce que j'ai compris de la lecture des travaux et de l'observation de la crise, c'est que nous qui étions travaillant en finance qu'on appelle critique ou responsable, à rechercher, comme le disait Polanyi, un double réencastrement de la finance dans l'économie, de la société. Et là, vous proposez un troisième, et je suis tout à fait d'accord, un troisième réencastrement encore plus profond de la société dans son écosystème vivant et naturel. Et or, c'est certainement souhaitable, mais les solutions qui sont probablement mises en œuvre dans les prochaines semaines, prochains mois, vont être ce qu'on appelle l'hélicoptère monétaire, c'est-à-dire une pluie de liquidités et une solution purement d'abondance d'argent qui risque de faire revenir une situation comparable, peut-être pire que la situation d'origine. Et alors, la question? La question, c'est qu'il faudrait que nos gouvernants ne se contentent pas simplement, même s'il faut certainement des moyens financiers pour résoudre la crise actuelle, de simplement dire on va injecter par les banques centrales des liquidités dans l'économie et dans la société. Et oui, oui, bien sûr, on voit très bien à quel point ils sont obnubilés par l'économique et je pense que tout. D'ailleurs, même pour les hôpitaux, on va injecter, on va donner de l'argent. Le problème, évidemment, ils ont toujours, c'est ça la tendance de penser qu'avec des éléments financiers sont nécessaires, mais ils ne rendent pas compte qu'il faut changer l'ensemble de la conception. On est absolument d'accord sur cette orientation. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que il y a une gigantesque interrogation sur l'après-pandémie, disons, parce que on ne peut absolument pas savoir s'il y aura une vaste dépression économique ou un boom, au contraire, et que ce boom sera provisoire parce que ce sera les éléments qui ont le plus manqué qui seront appelés par une demande. On ne sait pas du tout, et on ne sait absolument pas comment les rapports vont être modifiés parce qu'il est probable que dans les pays européens notamment, il y ait des processus de relocalisation de certaines choses, par exemple, évidemment, des productions de médicaments, voire même de certaines pièces nécessaires aux véhicules, etc. Il y aura des localisations. Dans quelle mesure, disons, les interactions mondiales seront affectées, dans quelle mesure ne pourront pas assister à un vaste retour à des autarcies formidables, dans quelle mesure il n'y a pas un retour à une nouvelle barbarie planétaire, dans quelle mesure les idées innovantes et les idées que nous connaissons qui ont déjà bouillonné dans les associations, etc., ces idées
cette aspiration à une nouvelle civilisation, à de nouveaux rapports, pourront elles-mêmes se développer. Je doute qu'elles puissent s'imposer, mais qu'elles puissent faire quelque chose. Je ne sais pas. Par exemple, après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est intéressant, c'est de penser que la résistance était animée par un tel esprit en disant il y a des choses qu'on ne peut plus revoir. Et ce fameux programme du CNR, etc., il n'empêche qu'une fois que c'est terminé, le courant a été assez puissant pour faire un certain nombre de réformes sociales pendant les 2 années qui ont suivi, qui ont été assez importantes. Après, tout ça a été bouffé, mais il y a eu quelque chose qui s'est réalisé. Bon, est-ce que quelque chose va se réaliser après la parce que est-ce que les consciences alertées pendant la crise, les consciences des dirigeants, je dis, ne vont pas retomber dans les train-train, etc. Voilà, nous sommes dans une incertitude formidable et ce que l'on peut faire, c'est, moi je vois qu'il y a beaucoup de propositions intéressantes sur une prévision d'une crise alimentaire mondiale et des propositions qui sont faites. Enfin, dans tous les domaines, actuellement, il y a un bouillonnement de pensée complètement dispersé. Il va y avoir une flopée d'appels qui vont se ressembler les uns les autres. Bref, si vous voulez, malheureusement, c'est dans la dispersion qu'apparaîtront les idées fécondes. Et je ne sais pas, il faudrait trouver le catalyseur, celui qui réussira à faire la cohésion un peu de toutes ces choses. Là, vraiment, on est incertain. Merci Edgar. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient faire un commentaire ou poser une question à Edgar? Moi, j'aurais une question. Oui. Vous m'entendez? Bien, oui. Oui. Merci Edgar pour votre exposé. Alors, la question que je voulais vous poser, elle a trait à un débat qui vient d'être restimulé au sein de la communauté des biologistes et des évolutionnistes en particulier sur l'idée du vivant comme catégorie, du vivant comme composant discontinu ou continu. Donc la question que je voulais vous poser, elle a trait à ce que vous avez dit lors de votre exposé sur la manière dont vous avez ancré le vivant dans les constituants physico-chimiques de la matière, finalement. Et ma question, c'est est-ce que pour vous, comme catégorie, le vivant existe-t-il? Ou bien est-ce que vous pensez qu'il est possible de le définir sans tracer de frontières? Écoutez, pour moi, le vivant ne peut se définir que comme les qualités émergentes de l'organisation typiquement auto-éco-organisatrice sur base de ADN, ARN, protéines. Le vivant, ce sont ses qualités. C'est la qualité, pouvoir se nourrir, pouvoir se reproduire, pouvoir, etc. Donc, le vivant ne peut pas se définir par les éléments qui le constituent. Il s'est défini par son organisation propre et les qualités qu'il produit. Et c'est pour ça d'ailleurs que, encore aujourd'hui, les biologistes, ce n'est pas nouveau. D'ailleurs, François Jacob disait la vie n'existe pas. Pour nous, on ne connaît que des molécules. Il est évident que, comme vous voyez au niveau des molécules, vous voyez des interactions physico-chimiques, le vivant. Mais quand on est à ce niveau-là, mais quand vous avez au niveau organisation, émergence, c'est évident que la vie existe. Et pour vous, nous sentons en nous comme une émergence. Je vis, mais je vis parce que je fonctionne avec tous mes organes et tous mes sens, etc. Mais pour vous, le vivant, le virus le coronavirus par exemple, est-il vivant ou bien est-il infravivant? Alors là, la question est très intéressante parce que le virus dispose d'une capacité de reproduction parasitaire et il dispose d'une capacité de mutation qui sont quand même
par exemple, le virus ne peut se reproduire qu'en parasitant des cellules. Donc, ce sont des qualités propres à certains types de vivants. Mais il lui manque les protéines, il lui manque toute une série d'autres choses. Et donc, ça devient une catégorie hybride. Moi, je crois, c'est-à-dire, est-ce que l'ensemble, c'est de même que il avait été proposé que, par certains, que l'ensemble des bactéries constitue un super-organisme qui est présent partout, parce que dans les eaux, sur Terre, dans nos intestins, partout, et que cet organisme, peut-être il nous contrôle. La question est de savoir les virus, est-ce que l'ensemble des virus ne constitue pas quelque chose qui lui-même parasite les bactéries, hein? Mais, donc, si vous voulez, il y a un problème limite. Quand un organisme comme le virus a certaines qualités de la vie et d'autres en privé d'autres, on peut dire qu'il est prébiotique, ou il est prévivant. Mais de toute façon, il a des qualités que n'ont pas les autres éléments ensemble polymoléculaires que l'on trouve dans la nature. Merci Edgar. Oui, alors je vois une main qui se lève, c'est Frédéric, je crois. Frédéric, oui, si je peux. Oui. En Belgique, peut-être en France aussi, les efforts de l'État se concentrent sur aider les individus, les entreprises marchandes. Toute l'économie associative qui occupe 40% des personnes est totalement délaissée. Est-ce qu'on devrait plutôt s'en réjouir ou s'en inquiéter, à votre avis? Justement, cette économie associative, ou peut-être l'organisation est au premier plan. Alors, donc, je veux dire, de cette économie spontanée que nous autres citoyens faisons, oui, moi je pense que pas mal de leçons peuvent être tirées parce que, tout d'abord, qu'est-ce que c'est quelque chose qui s'est réveillé? C'est la solidarité et qui a été non seulement un phénomène secondaire, mais très important parce que moi je vois, c'est pas seulement mon cas, mais je vois dans mon coin les voisins qui se rendent des services, qui font des courses, moi-même qui ne sors pas, ma femme non plus. On a des bon, il y a une solidarité et sans compter les gens qui vont faire des repas gratuits aux sans-abri, sans compter ceux qui font vers des productions autonomes de masques puisque on ne produit pas les masques. Enfin, il y a toute une vitalité, je dirais, socio-économique, mais qui est fondée cette fois sur la solidarité, l'ingéniosité. Et c'est dommage, ça serait dommage que tout ceci retombe. D'autre part, il est certain que le confinement conduit à des problèmes d'auto-organisation de la vie qui, jusqu'à présent, étaient déjà en grande partie hétéro-organisés parce qu'il y avait le métro, boulot, dodo, etc. Les sorties étaient prévues, on va au cinéma, etc. Donc, il y a une sorte de nouvelle auto-organisation sur un mode restreint qui est assez intéressante. Il va y avoir aussi une gestion de ce qui manque, peut-être parce que si le confinement continue, il y aura différentes pénuries qui viendront. Mais moi, je vois que, par exemple, sous l'occupation que j'ai connue donc pendant la guerre, finalement, le pays vivait. Il faut dire qu'à l'époque, quand même, il y avait plus de 50% d'agriculteurs et que la plupart faisaient la polyculture. Hein. Bon. Enfin, disons, en dépit des énormes prélèvements que faisaient
les troupes d'occupation allemandes, en dépit du rationnement de parti qui est très sévère, un système de débrouillardise. D'abord, c'était à une époque où il y avait beaucoup d'urbains dont la famille ou une partie de la famille était rurale. Donc, alimentation solidaire de service. Le marché noir était une forme de... Moi, je me rappelle très bien, puisque mon père était à ce moment-là avec une dame qui était une coiffeuse à Lyon, et cette coiffeuse, pour ses clients, une cliente lui apportait la charcuterie, une autre lui apportait du beurre, une autre, et elle devenait, parce qu'elle était un lieu de rendez-vous de femmes, de ménagères, elle-même à son tour, elle le redistribuait. Donc, si vous voulez, il s'est créé une économie spontanée de débrouillardise et de défense. Mais évidemment, cette économie de soudé est tombée, les solidarités sont tombées, etc. Mais on devrait tirer un peu les leçons de ce qui se passe maintenant, c'est très intéressant. Merci Edgar. Peut-être pas pour conclure, mais moi j'avais envie d'avoir ton sentiment sur ce point, puisque bon, la lecture de... Tu m'entends Edgar? T'entends. Oui. Donc, pour faire écho à tes dernières publications là, dans le journal du CNRS, enfin l'interview que tu as donnée au journal du CNRS ou dans Libération, où effectivement tu fais le souhait ou l'espoir que de cette crise actuelle puisse renaître la solidarité. Est-ce que tu penses que le virus est suffisamment grave pour éveiller les esprits? Plus que peut-être le réflexe naturel qu'auront les gens, la société, je ne parle pas forcément des institutions politiques, le réflexe du j'y pense et puis j'oublie, et de rapidement essayer de tourner la page et de reprendre une vie plus traditionnelle, plus confortable. Je ne sais pas, moi, c'était à nous de savoir. Vraiment, je ne sais pas. La tendance, à mon avis, il y aura une tendance, un, à la retombée, et deux, au retour de cette poussée régressive qui a commencé il y a quand même plus de 10 ans ou 20 ans. Enfin, la poussée régressive, si vous voulez, elle a commencé historiquement avec les années Reagan-Thatcher qui ont imposé, disons, la conception néolibérale dans le monde entier. Et ça s'est continué avec des crises de démocratie, des crises de corruption, avec des sociétés néo-autoritaires qui se sont installées partout, des super démagogues du genre Trump ou Bolsonaro. Donc, il y a le courant régressif. La question, est-ce qu'un chaos qui viendrait d'après la fin de la pandémie, avec toutes les réorganisations, lutte entre les tendances à reconstituer la mondialisation et au contraire à la détruire avec des autarcies, est-ce qu'on ne risque pas une ère de barbarie planétaire au lieu d'avoir une ère où les prises de conscience vont s'épanouir pour faire une nouvelle voie, une nouvelle politique? Enfin, alors là, je manque du sens prophétique pour vous le dire. Et espérons et continuons. Comme je vous l'ai dit, ma devise, je le dis souvent, on ne sait pas. D'abord, l'espoir, ce n'est pas la certitude. L'improbable bénéfique arrive souvent dans l'histoire. Il y a aussi de l'improbable mauvais, mais l'improbable, donc on peut espérer. Et troisièmement, il y a dans le combat entre Eros et Thanatos qui sont inséparables et qui est un combat qui va toujours durer. Eh bien, si on prend le parti d'Eros, on se trouvera très bien. Voilà. Moi, je vais retirer un peu, me reposer. Hein. Je vous dis
Hein? À la prochaine. Merci Edgar pour ton intervention et puis pour toutes les ondes positives. Jean-Louis, salut. Voilà. Voilà. À Lemoigne aussi. Je ne sais pas si. Jean-Louis? Content de voir Jean-Louis, là. Je suis très content. Je ne sais pas s'il t'entend. Je ne sais pas s'il t'entend. Ben, nous, peut-être pas. Voilà. Bon. Je suis très content de te voir, Jean-Louis. Moi aussi, cher Edgar, je m'excuse, j'entendais mal là depuis un petit moment. C'est les problèmes d'aimant qui fixent mon implant qui sont en train de vasouiller. Pardonne-moi, je t'embrasse très très fort, tu sais. Je n'ose pas t'embêter, mais là, bon, j'en dis pas plus maintenant. Mais si, je vais dire une chose. Plus ça avance, plus je relis, et je nous encourage tous à relire, la page 59 et les pages suivantes du tome 1 de la méthode. C'est un paragraphe qui commence par « Quelle est cette énigme dans cet univers de turbulence, de chaos, de miasme, d'horreur ?» Deux points, l'organisation. Avec un très grand O et si possible un R dans « Organise Action ». Et tout ceci pour nous conduire à la fin du tome 2 et bien redévelopper après dans le tome 3 par ce paradigme, cet hyper-paradigme de l'organisation qui là nous ouvre un monde de processus intelligibles d'une part et irréductibles à une explication d'autre part. Mais là, ça demande une espèce d'assaise intellectuelle qui ne nous est pas accoutumée parce qu'on trouve que c'est bien quand c'est clair et net. Et là, il faut qu'on se redonne cette pédagogie de l'ambiguïté qui nous rend à la fois capables de nous exercer à la tolérance et en même temps à une certaine intolérance, parce que juste quand il dépasse les limites, on va quand même cogner. Pardon et merci. 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 Au revoir, mes amis. Merci. À la prochaine. Porte-toi bien.